Il y a un chiffre choquant, c'est 1678. 1678, c'est le chiffre d'affaires moyen mensuel d'un auto-entrepreneur en 2024. Pourtant, quand tu ouvres YouTube, tout le monde parle de faire 10 000 euros par mois en 30 jours avec tel ou tel business. Mais la vérité, c'est que la plupart de ces business ne sont pas adaptés pour une personne qui veut débuter, qui veut se lancer. Et la plupart finissent par perdre de l'argent, perdre du temps, voire même pire, l'envie d'entreprendre. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te vendre de rêve. Je t'ai préparé une liste de 5 business en ligne que j'ai classé du pire au meilleur à lancer en 2025 pour une personne qui souhaite démarrer une activité en ligne. Et je pense que je ne vais pas forcément me faire que des amis dans cette vidéo. Je m'appelle Romain, je suis freelance depuis plus d'1 an et avant ça, j'ai lancé des business et travaillé en agence de com pendant plusieurs années. Au total, j'ai participé à la croissance d'une trentaine de marques avec des business totalement différents, ce qui me permet d'avoir une vision plutôt bonne des business qui sont accessibles et ceux qui ne le sont pas lorsqu'on souhaite démarrer. Alors dans cette vidéo, je vais donner une note à chacun des business selon 4 critères ultra concrets pour t'aider à démarrer du bon pied. Premièrement, l'investissement de départ. Plus ça coûte, plus la note sera basse et spoiler alert, certains sont de vrais gouffres financiers. Deuxièmement, la facilité de gagner ses premiers euros et avoir ses premiers clients, chose hyper importante lorsqu'on débute et qu'on n'a aucun revenu. Troisièmement, la perspective de croissance et le business model. Plus la note est haute, plus tu peux grossir et dépasser les 5 000 euros de rémunération mensuelle en ayant une certaine stabilité de revenus. Et enfin, la simplicité d'exécution. Plus la note est élevée, plus c'est facile de gérer les différentes tâches du business. Tous ces critères seront notés sur 5, ce qui donnera une note globale de 20. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, je te montrerai le seul métier qui m'a permis de dégager entre 5 et 10 000 euros de bénéfices par mois en vivant 10 mois dans l'année à l'étranger. Abonne-toi si les sujets business et digital nomade t'intéressent, cette chaîne c'est du concret sans bullshit. Autant mettre les pieds dans le plat et commencer par le business que tous les gourous d'internet vendent comme la solution pour gagner 10 000 euros par mois en quelques semaines, le dropshipping. Le dropshipping, c'est le fait de vendre des produits que tu n'as pas en stock sur une boutique e-commerce. Pour ma part, je le mets dans la catégorie des pires business à lancer quand on démarre une activité dans le digital et qu'on va avoir une indépendance financière stable. Alors prenons les points un après les autres. Investissement 1 sur 5. Beaucoup de gourous te diront qu'il ne faut pas investir d'argent pour se lancer dans le drop, mais en réalité, c'est que du bullshit. Premièrement, parce que sans pub et sans campagne d'influence, personne ne viendra sur ton site internet et tu ne feras aucune vente. Car on ne devient pas viral sur les réseaux sociaux à un claquement de doigts. Il faut des compétences solides et beaucoup de temps, soit beaucoup de chance. Et en réalité, c'est minimum 2 000 euros par mois en publicité pour espérer faire des ventes et en influence beaucoup plus. Et même avec ça, tu n'as pas l'assurance que ça fonctionne. Deuxièmement, parce que tu n'as aucune garantie de tomber sur un product market fit, c'est-à-dire un produit qui plaît vraiment à l'audience ciblée. Et le pire, c'est que tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas investi dessus. Trouver un produit vendable, c'est un peu comme jouer à la roulette. Tu testes, tu mises, tu dépenses en espérant que l'un d'entre eux finisse par marcher. Et ces tests, ils coûtent cher, très cher. Tu dois payer des pubs, essayer des angles marketing, parfois payer des influenceurs et ça peut prendre des semaines, voire des mois. Combien de dropshippers créent une boutique, puis une deuxième, puis une troisième pour enfin trouver un produit gagnant et faire du chiffre. Sauf qu'entre-temps, 10 000 euros en pub et en influence ont été dépensés dans le vent sans résultat. Facilité à gagner ses premiers euros, 2 sur 5. Sur le papier, on pourrait croire que le dropshipping permet de gagner rapidement ses premiers euros, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'au-delà du produit, c'est tout un système que tu dois maîtriser dès le départ. Tu ne peux pas juste créer une boutique, lancer une pub et encaisser. Il faut dénicher les bons fournisseurs avec les bons produits, faire soi-même son site internet, lancer toi-même tes ads, animer les réseaux sociaux et trouver les bons influenceurs, gérer correctement le service client et j'en passe. Sauf que tout ça, c'est des métiers à part entière, des expertises qui demandent beaucoup de pratique pour être fait correctement. Et clairement, tu n'as pas toutes ces palettes d'expertise en tant que débutant et ton travail sera médiocre. Et aujourd'hui, en e-commerce, il n'y a pas de place pour la médiocrité. Tu ne trouves pas ton product market fit ou ce que tu vends est passé de mode, tu ne gagnes pas d'argent. Ton site est mal fait, le parcours client est un peu trop long, tu ne gagnes pas d'argent. Tu veux lancer tes premières ads, mais tu n'es pas capable d'analyser les résultats et rectifier le tir, là tu perds de l'argent. Bref, tu l'auras compris, mettre ses premiers euros dans la poche en drop ou en e-commerce en général, c'est tout sauf facile. Perspective de croissance et business model 3 sur 5. Il y a un adage en marketing, que j'ai d'ailleurs expliqué dans une autre vidéo, qui dit qu'un client fidèle en vaut 2. Alors oui, il y a des dropshippers à succès qui ont su mettre de très gros montants sur des produits winners et faire de gros chiffres. J'en ai d'ailleurs accompagné quelques-uns et les chiffres qu'ils ont fait étaient plutôt impressionnants avec 20 à 30 000 euros d'investissement en marketing sur un mois. Mais la réalité, la clé de la croissance et d'un business model sain, c'est la récurrence, d'où l'adage. Je m'explique. Ce qui coûte le plus cher en e-commerce, c'est ce qu'on appelle l'acquisition client, c'est-à-dire le montant dépensé pour générer le premier achat. Par contre, une fois que le client achète une deuxième fois ou une troisième fois, c'est que du bénéfice.
C'est pour ça que les marques ont tout intérêt de fidéliser leurs clients et de faire en sorte qu'ils achètent à nouveau. Combien de boutiques Shopify ont été fermées au bout de 3 mois parce que les clients n'étaient pas satisfaits de la qualité du produit, ne rachetaient pas et émettaient de mauvais avis. Et comme les coûts marketing sont inévitables, la rentabilité devient inexistante car les gens n'ont plus confiance et c'est la fin. Concernant la simplicité d'exécution, je mets une note de 4 sur 5. Le plus gros avantage d'un e-commerce, c'est la possibilité d'automatiser tes tâches. D'autant plus quand tu n'as pas à gérer la partie la plus chronophage et complexe comme le fait le dropshipping avec le stock et la logistique. Les débuts ne sont pas faciles car tu n'as pas le choix d'être multicasquette et de te former sur tout. Mais une fois que ton ads tourne correctement, tes relances emails sont automatisées, que le parcours client de ton site est OK, tu as pas mal de temps devant toi. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il y a des dropshippers à succès qui font de gros chiffres. Une fois qu'ils ont enfin réussi à faire tourner une première boutique et que tout est automatisé, ils ont suffisamment de temps pour réouvrir une deuxième boutique et avoir un roulement comme ça. Au final, ça fait une note de 10 sur 20 pour le dropshipping. Sur le papier, c'est sexy. En réalité, tu crames du cash, tu as zéro fidélisation client et aucune vision sur le long terme. Passons maintenant au job le plus populaire des digital nomades et des freelances, ce fameux travail qui se charge de gérer et animer la présence d'une marque sur les réseaux sociaux, community manager. Commençons par le premier point, l'investissement pour se lancer, qui est pour moi le point le plus avantageux pour le community manager. C'est pour ça que je mets une note de 5 sur 5. Community manager fait partie de ces métiers de service qui ne demandent aucun frais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette expertise est si attractive et populaire. Bon, évidemment, il existe des formations pour apprendre le métier, mais bien souvent, le contenu sur YouTube est largement suffisant car les tâches ne sont pas bien compliquées. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de logiciels coûteux comme un graphiste pourrait avoir ou des frais marketing super élevés comme un e-commerçant. Tu as juste besoin d'un ordinateur, un téléphone, une connexion internet et à la limite Canva Pro et c'est terminé. Facilité à gagner ses premiers euros, je mets la note de 4 sur 5. C'est un métier facile pour signer des petits clients et des marques en croissance en tant que freelance. Parce que d'une part, les réseaux sociaux sont la première vitrine d'une marque et ça bien avant son site internet. C'est via Instagram que tu éduques ta communauté, échanges avec eux, mets en place l'image de marque et tout l'univers qui tourne autour. D'autre part, gérer les réseaux sociaux, animer sa communauté et répondre à chacun des messages, c'est des tâches très chronophages et exécrables. Ce qui fait qu'ils sont très vite délégués par les entreprises. Et l'avantage, c'est que tu peux rapidement te construire un portfolio solide, même sans expérience au départ. Beaucoup de CM débutants proposent un mois gratuit ou des tarifs réduits pour tester la collaboration. Et ça fonctionne parce que les marques n'y voient que très peu de risques. Si tu gères bien le premier mois avec un feed propre, une bonne organisation et des stories régulières, tu montres direct ta valeur. Et là, tu peux très vite enchaîner 2 ou 3 clients juste par recommandation ou en montrant le fruit de ton travail. En ce qui concerne la perspective de croissance et le business model, je mettrai la note de 1 sur 5. On dit souvent dans le business que le temps c'est de l'argent, mais il semblerait que les community managers ne l'aient pas bien compris. Je m'explique, pour moi, il y a 3 gros disclaimers au métier de CM. Premièrement, c'est un métier chronophage. Même si tu peux automatiser certaines tâches comme planifier des posts, il y en a d'autres qui nécessitent de l'humain pour garder une proximité avec la communauté de la marque. Tu es obligé de répondre un à un aux commentaires ou aux DM ou encore rédiger les posts et les mettre en forme sur le feed. En réalité, tu vends ton temps et quand tu vends ton temps, tu plafonnes assez rapidement. Le deuxième point, c'est que même si tu fais du bon taf et que tu as une patte spéciale, tu ne seras que très rarement valorisé par les entreprises avec lesquelles tu bosses. Même si le Insta est la première vitrine de la marque, en aucun cas tu peux voir l'impact de ton travail. Et même si tu augmentes le nombre de followers, impossible de savoir si la série de posts que tu as publiés sur les 3 derniers mois a contribué à 10% des ventes de cette même période. Troisième disclaimer, c'est que tout le monde sait gérer les réseaux sociaux. Alors si elle n'est pas faite par un freelance, elle sera soit par un stagiaire, soit par un alternant. Donc les entreprises ne veulent pas allouer des budgets importants à cette partie du business. Résultat, les CM n'ont pas d'autre choix que d'être rémunérés au lance-pierre. Alors quand tu vends ton temps, mais que ton temps ne vaut pas grand-chose pour tes clients et tes futurs clients, tu te retrouves à vendre tes services pour 400 euros par mois. Et à ce prix, tu te retrouves avec une tonne de missions à travailler du matin au soir et les week-ends, tout ça pour donner 27% du chiffre d'affaires à l'État et avoir un salaire équivalent à ton CDI. Concernant la simplicité d'exécution, je mettrai la note de 4 sur 5. C'est d'ailleurs pour ça que ce métier attire autant de personnes qui débutent dans le freelancing et qu'il a aussi peu de barrières à l'entrée. C'est un métier très accessible pour se lancer. Il suffit d'une bonne connaissance des réseaux sociaux et savoir s'organiser un minimum pour pouvoir gérer les missions. Bon, évidemment, il faut aussi s'imprégner de l'identité des entreprises avec lesquelles tu bosses pour avoir une certaine cohérence entre la communication, la relation avec la communauté et l'image de marque. Et c'est souvent là où les stagiaires et les alternants pêchent, ce qui donne justement un avantage aux freelances sérieux, capables de prendre du recul et proposer une vraie stratégie de contenu adaptée à l'ADN de la marque.
On est donc sur une note globale de 14 sur 20. Un métier assez simple pour se lancer, où tu restes à un stade basique sans réelle indépendance financière avec tes 2000 à 2500 euros par mois. Pour aller au-delà de ça, tu devrais être scotché à ton téléphone 7 jours sur 7 et être noyé sous les tâches en attente. Le troisième métier que j'ai décidé de noter, c'est développeur web. Évidemment, je ne parle pas seulement des développeurs de sites, mais aussi ceux qui sont spécialisés dans les apps, les SaaS, les modules IA ou même les plugins de sites. Un métier tout aussi demandé que community manager, mais qui cette fois-ci est vraiment valorisé par les entreprises. Côté budget, devenir développeur web est l'un des chemins les plus abordables pour avoir une compétence technique. Je mets donc la note de 4 sur 5. Pas besoin de payer une école 7000 euros, je peux commencer à apprendre les bases de langage HTML, CSS ou encore JavaScript sur YouTube. Par contre, si tu veux monter en compétence, c'est toujours mieux d'investir un minimum sur son apprentissage. Je peux trouver des formations ou des bootcamps quali à moins de 2000 euros. Pour la facilité à gagner ses premiers euros, je mettrai la note de 4 sur 5. Une fois que tu connais les bases, c'est plutôt rapide pour trouver tes premiers clients potentiels. Bon, évidemment, au début, tu devras brader tes prix ou créer des projets vitrines pour ton bout, mais la demande est là partout. Parce qu'au final, c'est une compétence tellement technique et si importante que personne n'a envie de mettre les mains dedans. Et pour donner l'exemple des sites internet, absolument tout le monde en a besoin, que ce soit les indépendants, les grosses boîtes ou même les petits artisans. D'ailleurs, je connais un développeur qui a décidé de se nicher dans la création de sites internet d'artisans et pour lui, ça marche super bien. Il suffit que tu proposes la maquette sympa au bon prix, sans forcément surfacturer et le deal est signé. Et une fois que tu rentres dans ce milieu, la demande explose. Concernant la perspective d'évolution et le business model, je mettrai une note de 3 sur 5. C'est un métier en très forte demande et qui rémunère super bien. C'est d'ailleurs très légitime au vu de la complexité du métier. Mais le problème, c'est que si tu as seulement la casquette du geek sans forcément celle d'avoir du commercial, ton chiffre d'affaires risque d'être en dents de scie. La problématique vient du business model en lui-même car tu n'as aucune récurrence avec tes clients. Une fois que tu as terminé les derniers ajustements d'un site, d'une app ou d'un SaaS, c'est terminé, tu dois passer à un nouveau projet. C'est à toi de retrouver un nouveau client, leur faire une offre personnalisée, relancer, call découvert, devis, deadline, maquette. Bref, tu repars à zéro à chaque fois. Et c'est là où tu te rends compte que tu as un job à mission unique, sans récurrence, sans levée de croissance, sans effet boule de neige. En termes de simplicité d'exécution, je mets la note de 2 sur 5. C'est un métier le plus dur à apprendre quand tu pars de zéro. Entre les différents langages, la logique du code, la rigueur que ça demande et les heures de pratique, faut vraiment aimer ça. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on parle de langage. Il n'y a aucune logique à tout ça quand tu ne viens pas de ce monde. Et surtout, tu as rarement un retour gratifiant immédiat. Tu n'as pas ce côté créatif ou visuel qu'ont d'autres métiers. Quand tu passes 3 jours sur une fonctionnalité qu'un client trouve seulement sympa ou que tu bloques une soirée entière sur un bug à cause d'un point-virgule oublié, tu comprends vite que ce n'est pas fait pour tout le monde. La note finale est donc de 13 sur 20. Développeur web, c'est une porte d'entrée incroyable pour être freelance tech et gagner bien mieux sa vie que dropshipper ou community manager. Mais c'est pas un métier sexy, c'est pas facile à prendre en main, il faut être vraiment solide mentalement pour tenir le coup et ne pas lâcher. Passons maintenant au métier dont on entend beaucoup parler en ce moment, coach en ligne. Que ce soit dans le sport, dans le business ou même dans le champ, le principe reste le même. Accompagner des personnes vers un objectif précis, qui soit personnel ou professionnel. En bref, tu vends ton expertise, mais surtout la capacité à transformer les autres. Pour le premier point, l'investissement financier, je mets la note de 2 sur 5. On pourrait croire qu'être coach ne coûte absolument rien, qu'il suffit juste d'un ordinateur et son expertise pour vendre son offre. À la limite, ça pourrait fonctionner quand tu es expert du contenu viral et que tu connais les codes des réseaux sociaux pour faire des vues, mais surtout toucher les personnes susceptibles à payer ton accompagnement. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'auras pas le choix de te faire accompagner par une personne qui vend cette expertise pour que tu puisses enfin toucher les personnes intéressées. Tu peux aussi faire de la publicité pour vendre ton offre. D'ailleurs, même si tu te fais accompagner par un expert dans la viralité, il y a de fortes chances que tu fasses de la publicité. Et c'est pareil que le drop, tu devras mettre au minimum 2000 euros par mois sur la table pour espérer avoir des résultats. Et à ça, tu rajoutes les frais de montage vidéo, les landing pages, etc. Et très vite, tu dépenses plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire tourner la machine. Pour la facilité à gagner ses premiers euros, je mettrai la note de 2 sur 5. Signer ses premiers clients en tant que coach, c'est loin d'être évident. Oui, avec un bon réseau, tu peux trouver ton premier client en quelques semaines, mais en réalité, ça reste très rare. Parce que tu n'es pas juste en train de vendre ton temps ou ton expertise, en réalité, tu es en train de vendre ta légitimité. Et cette légitimité, tu ne l'acquiers pas en montrant ton CV. Les gens ont besoin de plus de preuves que de savoir que tu as bossé 4 ans en tant qu'ingénieur chez Airbus. En réalité, il faut que tu crées une personal brand, c'est-à-dire ta propre image de marque. Tu dois montrer ton expertise dans ton domaine pour que les gens finissent par te suivre et s'éduquer à travers ton contenu et potentiellement prendre ton accompagnement. C'est la transmission de savoir qui fait office de preuve. Beaucoup de coachs misent sur LinkedIn pour parler de leur expertise. Mais pour apparaître comme une vraie pointure et afficher une certaine autorité, il faut poster régulièrement, aborder différents sujets et surtout, le plus important, partager de la vraie valeur. Potentiel de croissance et business model 5 sur 5. Une fois que la machine est lancée, c'est un des modèles les plus puissants pour scaler, c'est-à-dire faire décoller son activité. Au début, tu factures ton temps en face-to-face, mais dès que la structure est solide, tu peux faire des coachings de groupe, à faire appel à des intervenants, lancer des masterclass,
Bref, une fois à ce niveau, tu ne vends plus ton temps, tu vends ton savoir et ton image. Et c'est là que tu peux vraiment scaler. Je connais des coachs qui font des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel avec une structure solide et une stratégie de communication bien rodée. Simplicité d'exécution 2 sur 5. C'est un métier qui demande une expertise solide et rien n'est évident lorsque tu débutes. Tu dois préparer et personnaliser au maximum les séances, répondre aux questions entre deux calls, sans parler des clients collants qui attendent que tu fasses des miracles. Et comme tu dépends aussi du bouche à oreille, tu ne peux pas te permettre d'être sec ou expéditif. En plus de ça, tu dois créer du contenu en continu pour trouver de nouveaux clients. Donc tu es à la fois coach, marketeur, communicant et parfois même psychologue. Mais le plus dur dans tout ça, c'est que tu dois savoir transmettre. Être coach, c'est pas juste avoir de bonnes idées, c'est être capable de les transmettre, de les faire passer. Il faut être clair, pédagogue, motivant et ce n'est pas inné. Et puis très vite, tu vas ressentir ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc au-delà de tes compétences, tu vas devoir aussi bosser ton mental, ton assurance et sortir en permanence de ta zone de confort. Au total, la note est de 11 sur 20. En gros, coach ou consultant, c'est un très bon business, ultra rentable et scalable. Mais pour se lancer, il faut avoir du cash à investir, être capable de rassurer, convaincre et se positionner en tant qu'expert. Finissons maintenant par le métier que j'exerce depuis plus de 3 ans, dont plus d'1 an en tant que freelance media buyer. Le media buyer, c'est le partenaire de croissance des entreprises. Concrètement, il crée, pilote, optimise les publicités sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi sur Google. Son rôle, c'est de transformer un budget pub en chiffre d'affaires. Commençons par l'investissement financier. Pour exercer ce métier, je mettrai la note de 4 sur 5. C'est sûrement une des expertises les plus puissantes en termes de rentabilité pure. Un ordi, une connexion, l'accès aux comptes pubs, qui sont d'ailleurs gratuits, t'as littéralement besoin de rien pour bosser. Mais par contre, tout comme développeur, je conseille d'investir dans un bootcamp ou une formation pour apprendre correctement les rouages de ce métier parce qu'il y a de hautes responsabilités. En parallèle de ça, tu n'as pas à investir ton argent mais celui de ton client. Toi de ton côté, tu mets ton cerveau et ta stratégie sur la table, pas ton compte en banque. Pour t'en dire plus, j'ai exactement 51 € de frais tous les mois avec ma banque, ChatGPT, Google Workspace, Notion qui sont d'ailleurs totalement facultatifs. Concernant la facilité à faire ses premiers euros, je mettrai la note de 3 sur 5. C'est un métier en très forte demande car en réalité tout le monde a besoin de faire de la publicité, mais c'est un métier qui demande aussi beaucoup de responsabilité car le média buyer a littéralement l'argent de ses clients entre les mains et il suffit d'une erreur pour que des milliers d'euros soient dépensés et perdus. Tu n'auras pas de mal à trouver des marques en recherche, mais tu devras répondre à une multitude de questions, préparer un argumentaire solide et avoir une stratégie préétablie pour signer tes premiers clients. Perso, je me suis rapproché d'acteurs du digital comme des community managers ou même des agences UGC qui m'ont introduit à des clients qui cherchaient à faire de la publicité. C'est comme ça que mon activité a débuté et que j'ai pu faire plus de 58 000 € de chiffre d'affaires sur ma première année en tant que freelance. Pour la perspective de développement et le business model, je mettrai la note de 4 sur 5. C'est extrêmement intéressant quand tu es média buyer. Le premier très gros avantage, c'est le business model car la facturation est récurrente. Pourquoi? Parce que les marques e-commerce doivent dépenser en publicité tous les mois pour faire tourner leur chiffre d'affaires. Si tu n'as plus de publicité, tu peux dire adieu à tes ventes, ton chiffre d'affaires va baisser d'un coup et plus rien ne se passera sur ta boutique. Donc mécaniquement, elles ont besoin d'un expert pub en continu pour gérer les publicités, répartir le budget et optimiser les retours sur investissement. Et ça, c'est une vraie force. Tu ne repars pas à zéro tous les mois. Tu construis une relation long terme avec ton client et tu encaisses chaque mois tant que tu fais bien ton taf. Le deuxième très gros avantage, c'est qu'il s'agit d'une expertise qui est énormément valorisée par les entreprises parce qu'elles sont dépendantes de la pub pour faire du chiffre. Des pubs bien gérées rapportent de l'argent tandis que des pubs mal gérées peuvent carrément en faire perdre. Donc les entreprises n'hésitent pas à se procurer un média buyer et le payer cher. Le troisième avantage, c'est que tu peux faire évoluer ta facturation en fonction des performances. Tu peux négocier des primes sur objectif, comme par exemple 30% de croissance sur un trimestre versus l'année précédente. Non seulement ça valorise ton implication, mais surtout ça te permet de gagner plus avec un seul et même client sans forcément bosser plus. Tu fais le même travail, mais tu encaisses mieux simplement parce que tu es payé à ta juste valeur, c'est-à-dire au résultat que tu apportes à ton client. Bon, ça reste tout de même un métier de service, donc plus tu as de clients, plus tu as de travail, mais tu as un meilleur ratio temps-argent qu'un community manager ou un développeur. Par exemple, à titre personnel, je fais entre 7 et 11 000 € de chiffre d'affaires mensuel en travaillant moins de 40 heures semaine. En termes de simplicité d'exécution, je mettrai la note de 4 sur 5. Pourquoi 4? Parce que les tâches au quotidien sont assez simples sur la partie opérationnelle une fois qu'on sait où regarder. Par contre, les débuts de collaboration demandent de créer un climat de confiance car malgré tout, c'est un job à responsabilité. Le client va te poser beaucoup de questions et va chercher à comprendre ta réflexion. Une fois cette étape passée, au bout de quelques jours, la collaboration se fait main dans la main avec le client et la confiance vient rapidement. Parce qu'au final, vous avez un seul et même objectif avec lui, c'est faire grossir son chiffre d'affaires. Et pour être honnête, c'est ce côté-là de mon travail qui me plaît le plus. Devoir parler stratégie, débattre sur nos différentes visions et analyser ensemble les résultats. Ça demande de s'adapter assez rapidement, mais c'est tellement enrichissant.
Et en parallèle de ça, le gros avantage de ce job, c'est que c'est pas forcément un métier chronophage. Une fois que tu as tes process, tes créas, tes tests, t'analyses, tu ajustes et t'es bon. T'as pas 50 micro-tâches à gérer comme un community manager ou un développeur. Typiquement, je peux passer 2 à 3 heures par semaine maximum à gérer un compte qui dépense plus de 50 000 euros par mois, simplement parce que la structure est bien pensée, les tests sont automatisés et l'analyse se fait rapidement. La valeur, elle vient de mes décisions et pas du nombre d'heures travaillées. Si on fait les comptes, le métier de média buyer termine avec une note globale de 15 sur 20. Donc en termes de classement des meilleurs business en tant que débutant pour se lancer, je mettrai en dernière position le dropshipping suivi de l'activité de coach. La croissance est très intéressante mais demande beaucoup d'investissement financier en plus de compétences très solides. Sans ça, c'est juste impossible de gagner sa vie. En troisième position, le métier de développeur. Les compétences sont ultra recherchées par les entreprises, ce qui permet de gagner très bien sa vie. Le problème, c'est que les tâches sont très chronophages et dans la plupart des cas, il n'y a aucune récurrence avec les clients, ce qui rend les mois assez imprévisibles. En seconde position, community manager. Comme c'est un métier avec aucune barrière à l'entrée, avec un niveau d'expertise assez faible, c'est assez simple de se lancer pour faire de l'argent de poche. Par contre, quand il s'agit d'acquérir une vraie liberté financière, ça devient très compliqué. Et enfin, en première position, le métier que j'exerce depuis plusieurs années, média buyer. Et si je continue à faire ce métier aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison assez simple. Il coche toutes les cases importantes quand tu veux faire du freelancing sur le long terme. D'abord, c'est un métier facile à prendre en main. Tu te formes, tu pratiques avec des petits budgets, tu prends tes premiers clients et tu montes vite en compétences. Ensuite, c'est une expertise en forte demande car les marques veulent croître, scale, vendre. Et pour ça, elles ont besoin de quelqu'un pour piloter leur publicité. Et toi, tu travailles sur des missions longues avec des revenus récurrents, ce qui t'offre une certaine stabilité. En plus de ça, c'est un métier très bien valorisé parce que ton impact est mesurable. Tu fais gagner de l'argent à ton client, tu es donc vu comme un partenaire stratégique et pas simplement comme un exécutant. De ce fait, tu es très bien payé. Et enfin, tu peux facturer à la performance, prime sur objectif, pourcentage du chiffre d'affaires. Au final, tu peux gagner plus sans forcément travailler plus, simplement en alignant ton expertise aux résultats apportés. Si tu veux aller plus loin et en savoir plus sur la vie de freelance et de digital nomade, abonne-toi à la chaîne. Je te prépare du contenu concret, sans bullshit, uniquement basé sur du vécu. Ciao.